qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises que bon, maintenant il faut que je m'intéresse un peu à ce qui se passe à l'extérieur? Il faudrait savoir que les gens qui entreprennent, soit c'est parce qu'ils ont une très très grande mission à réaliser, Oui. soit c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand on te dit tu es être jeune, tu te dis quoi? Moi, je conseille ceux qui viennent de sortir de se taper d'abord quelques missions, d'avoir 4-5 ans minimum avant de pouvoir se lancer en tant que freelance. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes comme ça? Avant de te lancer en mode freelance, pour gagner plus d'argent, parce qu'il faut dire, les freelances gagnent plus d'argent que ceux qui sont CDI. Avant de te lancer freelance, il faut quand même que tu aies un certain background, une certaine expérience. La réussite aussi d'un homme, c'est la succession des rencontres. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Comme le veut la petite coutume, aujourd'hui j'ai encore un invité très très spécial qui a un parcours de vie assez exceptionnel. Il a l'air très jeune et pourtant il va te confirmer une fois de plus que être jeune ne rime pas forcément avec manque d'expérience, incompétence, mais aussi et surtout manque d'intelligence. Cela étant dit, avant d'aller plus loin, avant de te présenter notre invité d'aujourd'hui, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est nous contacter soit sur argentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et surtout, si tu te diriges du côté du continent Cameroun, eh bien dis-toi qu'avec la communauté des chercheurs d'argent certifiés, il y a quelques mois en arrière, nous avons lancé une société de location de véhicules baptisée ALK. Donc si jamais tu as besoin d'un SUV ou d'une berline pour tes déplacements sur le continent, tu as une seule chose à faire. Une fois de plus, contacter le numéro qui s'affiche juste en bas de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, nous pouvons tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Restez bien accrochés parce que ce que tu apprendras au travers de ce podcast, crois-moi sur parole, si tu appliques les conseils que notre invité partagera avec toi aujourd'hui, il te sera impossible de ne pas avoir les résultats que tu recherches. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour Joël. Bonjour Valère, merci. Super, je vais super bien. Merci de me recevoir dans ton podcast. Donc, je suis très très content d'être là. Ah non, tout le plaisir est pour moi parce que je sens qu'on va apprendre plein de trucs, aussi croustillants les uns que les autres. Ouais. On va passer par ton parcours pro. Ensuite, on va un peu chercher dans ton intimité. Okay. Comment ça se passe avec les filles. Parce que c'est quand on a un peu d'argent. C'est grave. C'est grave. Et après, j'aimerais bien avoir ton avis sur tout ce qui se passe en ce moment sur le continent. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se passent. Et je pense que lorsqu'on est africain, on devrait s'intéresser au plus haut point sur ce qui se passe sur le continent en ce moment. Donc, Joël, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Joël, très très bonne question. Je suis Joël Tamchoun, originaire du Cameroun, un petit peu de la localité Bamléké. Encore vous? Ouais, encore vous. Où à l'ouest? Bayangam. Okay. Je suis plus Bayangam. Donc Joël, je suis très jeune. Bon, c'est relatif. C'est relatif. J'ai 27 ans. En Europe depuis un bon bout de temps et je suis promoteur de la société Thames Conseil qui est un cabinet de chasseurs de tête. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est chasseurs de tête, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement et le placement de profils IT. Donc, tout ce qui est digital, tech, voilà. Donc, concrètement, pour un petit exemple, on a des besoins, c'est-à-dire un client grand compte, nous contacte, Joël ou Thames Conseil, nous avons besoin d'un développeur, d'un designer ou d'un chef de projet ou d'un cybersécurité. Coucou à Eman. Eman Kamdande, coucou à lui. Justement, nous, on a une grosse base de données de consultants, on a un bon réseau. Moi, avant de lancer ma boîte, j'étais ingénieur d'affaires, donc j'ai travaillé notamment à Londres et tout. Donc, j'ai un bon réseau aussi. Et nous, notre objectif, c'est justement aller dénicher la bonne personne qui correspond à l'appel d'offres du client, aux différents besoins qu'il a, et de le proposer au bon moment, au bon tarif.
Et surtout quelqu'un qui a un bon mindset et qui peut épouser l'ADN de l'entreprise du client. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais pourquoi chasseur de tête? Chasseur de tête parce que en fait, Tams Conseil c'est un cabinet de recrutement. On n'est pas une USN. La différence avec les deux, c'est parle-nous le français facile. USN. Voilà. USN. Excuse-moi. USN, ce sont les entreprises de services numériques. C'est-à-dire que ce sont en fait, il y a deux catégories, deux façons de faire ce genre de business. C'est-à-dire que nous, en tant que cabinet, on ne travaille exclusivement qu'avec des freelances. D'accord, ok. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas salariés de chez nous. Contrepartie, avec les ESN, les entreprises de services numériques, eux embauchent des personnes. C'est-à-dire que soit tu es diplômé, tu sors d'école, ils t'embauchent, ils te donnent un CDI, CDD, ils t'envoient en prestation chez les clients. Voilà. Nous, on n'a pas cette... Donc vous êtes un peu comme, j'ai envie de dire, un intermédiaire entre la boîte et le freelance, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. En fait, techniquement, on est un petit peu des agents de freelance, un petit peu comme les footballeurs ou les agents. Donc voilà, nous, on a peut-être des consultants freelance qui entendent parler de nous, qui savent qu'on a un bon pipe, c'est-à-dire que dans notre réseau, on a des bonnes entreprises assez sexy, qui viennent nous voir, ils nous confient leur carrière professionnelle et nous, on cherche justement la bonne entreprise qui pourrait leur correspondre. D'accord. Ça veut dire que qui sont les personnes qui pourraient être intéressées par vos services? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je suis par exemple, j'ai fini ma formation en IT, 5e année, tout le bazar, et voilà, tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce que moi, je vais venir chercher à contacter Tams pour qu'il me mette en relation avec une entreprise, au lieu d'aller directement, moi, en relation avec l'entreprise? Ok. Très très bonne question. Le truc aussi, c'est que c'est très compliqué. C'est souvent compliqué pour quelqu'un qui sort d'école, qui est fraîchement ingénieur, d'aller démarcher les grosses boîtes. C'est très compliqué. Du coup, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Moi je les conseille, parce que j'ai quand même parce que avant d'être ingénieur d'affaires de ma boîte, j'étais développeur. C'est-à-dire que développeur web, c'est ça? Développeur web. Donc j'ai pas monté ma boîte au hasard. Donc c'est une continuité. Donc le conseil que je vais donner à tous ces gens-là et que je me suis donné moi-même, c'est que quand tu sors de l'école, c'est compliqué d'aller directement chez les grandes boîtes. C'est possible, ça existe. Mais pour bosser chez ces grandes boîtes, tu dois passer par des intermédiaires. Et des intermédiaires sont des grandes boîtes, des ESN comme Atos, Soprasteria, Capgemini, qui recrutent massivement des jeunes diplômés ingénieurs pour les placer justement chez les grands comptes. Pourquoi je conseille ça? Parce que nous, on bosse avec des freelances. Avant de te lancer en mode freelance, pour gagner plus d'argent, parce qu'il faut dire, les freelances gagnent plus d'argent que ceux qui sont CDI. Avant de te lancer freelance, il faut quand même que tu aies un certain background, une certaine expérience. Moi, je conseille ceux qui viennent de sortir, de se taper d'abord quelques missions, d'avoir 4-5 ans minimum avant de pouvoir se lancer en tant que freelance. Parce que les freelances sont bien objectivés, parce qu'on ne prend pas n'importe quel freelance, parce que c'est des coûts qui coûtent très très cher. On parle de TGM, donc en moyenne, un développeur qui est entre guillemets nul, pas forcément beaucoup d'expérience, il est peut-être à 300 € par jour minimum. Par jour. Donc il y a des 400, 500, 1000 € par jour. Et j'en ai placé. Donc pour avoir ce genre de TGM, il faut savoir un bon background, une bonne expérience. Et aussi sur ton CV, on voit que tu es passé chez telle grosse boîte. C'est très intéressant. Ok. Donc c'est pour ça que je conseille d'abord de passer par ces boîtes-là. Ou bien, quand tu sors même, c'est vrai que je ne le fais pas, mais bon, ça dépend. Quand tu sors d'école et que tu as un bon CV, que tu as quand même fait de très très belles missions de stage dans ton école, je peux t'embaucher. Qu'est-ce que tu entends par belle mission de stage? Pas forcément dans les grosses boîtes. Tu peux être dans une petite boîte, mais je vais prendre mon exemple. Quand j'ai eu ma licence en tant que chef de projet digital, j'ai bossé dans une petite boîte qui s'appelle Escuela, qui est une Escuela en espagnol qui veut dire soutien scolaire, qui veut dire école, qui faisait du soutien scolaire. Justement, j'étais responsable de toute la partie digitale. Donc j'ai fait du web marketing, j'ai fait du Facebook Ads, j'ai fait tout ça. J'ai tout géré. J'ai tout géré et ça m'a permis justement d'apprendre beaucoup de choses, de bosser en autodidacte. Je ne savais pas certains trucs que j'allais chercher, pas forcément que j'ai appris à l'école. Donc, j'ai fait des très très belles missions et j'ai eu une très très belle lettre de recommandation de mon boss. Donc, ça fait en sorte que je savais de quoi je parlais. Je n'avais pas juste le diplôme, j'avais quand même la compétence qu'elle avait mis en place des choses. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et bon, tu sais, les gens, ce qui va surtout intéresser les gens, c'est ok. Voilà, il a lancé sa boîte, il dit qu'il place les gens. Combien je gagne? On va y arriver, parce que on s'en rapproche quand même.
Des gens que tu as eu aujourd'hui, tu as eu à placer combien de freelance? Ok. Déjà, je remets le contexte. Je lance ma boîte il n'y a pas longtemps, 2 ans. On a fêté les 2 ans en mars dernier. Première année très compliquée parce que situation personnelle, le marché et tout. Il faudrait aussi comprendre que je lance ma boîte après le Covid 2021. Très compliqué, vraiment très compliqué parce que je quittais de Londres pour Paris. En situation personnelle m'a fait revenir à Paris. Quand je lance ma boîte, en 1 an, j'ai signé un contrat. Un contrat, bon, on va donner les chiffres. Je pense que donnons les chiffres. Oui, donnons les chiffres. En 1 an, je signe un contrat et le contrat me donne à peu près 1 million de francs CFA, c'est-à-dire qu'à peu près 1 600 € par mois. Ok. Voilà. Et là, ce contrat me donne ça par mois. Et quand je quitte Londres pour venir à Paris, en France, il faudrait que les gens savent que quand tu vis en France et que tu travailles en France, tu payes tes impôts en France. Quand tu te retrouves dans une situation un peu précaire, tu as ce qu'on appelle le chômage. Tu as les aides de l'État. Moi, étant jeune diplômé qui a fait ses 3 premières années de professionnalisation à Londres, quand j'arrive en France, même si je suis français, non, j'ai pas cotisé, j'ai rien. Puisque tu as travaillé à Londres. J'ai rien. Donc, je me retrouve sans rien. Avec juste 1600. C'est vrai que c'est 1 million en France, au Cameroun. Au Cameroun, mais voilà. C'est que dalle. C'est rien, tu vois. Donc, en plus, en Île-de-France, voilà, c'est rien. Pas grand-chose. C'est rien. Donc, du coup, je cumule des boulots. Bon, un peu compliqué. Je cumule des boulots pendant 1 an. Non, des boulots, il faut que tu dises. Des petits boulots. Des petits boulots. Parce que, voilà, licence en tant que chef de projet digital, développeur. Après, j'ai un master en tant qu'ingénieur d'affaires. Je bosse à Londres pendant 3 ans dans un très grand cabinet. Bon, je ne vais pas citer le nom. Et après, je reviens en France sans rien. Le Covid et tout, je perds tout complètement. Après, je lance ma boîte parce que pour moi, c'était la seule solution. C'était la seule solution par rapport à ma situation personnelle. C'était la seule solution. Entreprendre ou crever. Donc, entreprendre pour toi, c'était la solution. C'était la seule solution. Au chômage. Ouais, c'est ça. C'est la seule solution au chômage. Je pouvais aller prendre un autre boulot, mais en fait, il faudrait savoir que les gens qui entreprennent, soit c'est parce qu'ils ont une très grande mission à réaliser, soit c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et parce que tu n'as pas le choix, c'est parce que moi, je suis inemployable. Je ne suis pas employable. Comment ça se fait? Parce que je me suis fait virer de Londres. Et donc? Et quand je reviens à Paris, je me suis fait virer de Londres parce qu'il y avait le Covid. Bon, il y a un prétexte, je me suis fait virer. Et aussi parce que mon ex, à l'époque, était enceinte, donc ma petite fille de 3 ans maintenant. Et quand je décide, parce qu'on avait des bureaux à Londres, à Paris, quand je décide de négocier ma mutation à Paris, il me dit non, en fait, il y a le Covid et tout. À Paris, c'est trop cher pour recruter quelqu'un. Tu payes le double, c'est compliqué. Donc, du coup, soit tu restes à Londres, tu fais venir ta compagne, soit tu pars, quoi. J'ai décidé de partir. Une connerie parce que j'ai suivi l'amour. Alors qu'on s'est séparés après. Mais bon. Et après, quand j'arrive à Paris, je trouve quand même un autre boulot. Un boulot toujours dans le conseil. C'est-à-dire que je suis une autre boîte et je me fais virer au bout de... On ne valide pas un période d'essai. Donc, au bout de 2 mois. Ah ouais. Voilà. Parce que, personnellement, je n'étais pas encore prêt. Il y avait des factures, donc au bout de 2 mois, après Londres, je suis allé chercher un autre boulot. C'était compliqué, mais je n'étais pas prêt. Donc, je me suis dit, en fait, je ne suis pas employable. Je me fais virer. J'avais aussi l'orgueil. C'était compliqué. Je me suis dit, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, j'entreprends. J'entreprends à fond. Et il faudrait comprendre qu'à Londres, je gagne pas mal ma vie. En tant qu'ingénieur d'affaires, tu gagnes pas mal. Donc, honnêtement, je gagne plutôt bien. Donc, quand j'ai quitté après 3 ans, j'étais à peu près à 4 500. Ah oui, quand même. Oui. Et en tant que... J'étais très con aussi, très jeune et très con. C'est-à-dire que quand je savais pas que le Covid allait arriver, je savais pas que ma situation pouvait se passer. C'est impossible, je pouvais même pas imaginer. Et quand ma situation arrive, j'ai tellement dilapidé mon argent. Ça sortait quoi. Tu vivais à fond quoi. On me connaissait pas où. Boîte de nuit. Tu dirais pas. Oui, je vivais à fond. Tu croquais, je croquais à fond, oui, c'est clair. Et l'Afrique, pour moi, n'était même pas une option. Je ne voulais même pas rentrer. J'étais devenu français, quoi, clairement. Donc, pour toi, l'Afrique n'était pas une option du tout. Non, du tout. Tu étais à Londres, tu touchais 4000 balles par mois. Belle vie. J'avais 2 appartements à Londres et à Paris. Oui, parce que ma compagne. Voilà, Londres, Paris, puisque ma compagne ne voulait pas venir, donc il fallait quand même qu'elle vive bien. Donc, c'était bien, on voyageait, belle voiture et tout. Mais après, j'ai tout vendu, mais bon. Ma voiture et tout, c'était compliqué. Bref, continue l'histoire. Donc, compliqué. Et après, quand je perds tout, j'étais pas assez économe. Dommage même parce que j'aurais pu peut-être suivre la formation de Philippe Simon sur comment gagner, comment bien économiser.
Et je me retrouve en 2021, en janvier 2021, avec 3 000 euros dans mon compte. Alors que je gagnais par mois 4 500. 4 000. Ah ouais. Je me trouve avec ça, je me dis, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Comment qu'il je fait? vais vivre quoi? Et à ce moment-là, je perds tout. C'est-à-dire que ma compagne me laisse, je perds mon boulot. Ma compagne à l'époque me laisse et part avec notre petite fille. Notre appartement, très bel appartement, dans l'un en région parisienne, dans le quartier un petit peu des Juifs ailleurs. Très bel appartement. Mon bailleur apprend que je perds mon boulot, je perds tout. Il me vire de son appart. Ah ouais, le game est brutal. Il me dit non, il me vire de son appart. Compliqué. Et à ce moment-là, je me retrouve sans rien. Plus de femme, plus de boulot, plus d'appart, sans rien, plus d'économie. Ah ouais, on va d'abord essayer. Il y a un sujet qui m'intéresse là. Tu perds ta femme, ta copine, je sais pas. Ta copine, c'était ta femme. Oui, ma copine, on était même fiancés. Ouais. Tu perds ta fiancée. Elle te quitte pourquoi? Parce que tu n'as plus de boulot? Ou alors il y a d'autres raisons? Non, je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais forcément, il y a d'autres raisons. Je pense aussi que ma situation a fait en sorte que je sois plus très stable. Donc, c'est vrai que je suis quand même un peu colérique. Il y a des trucs. Et je suis un bon orgueil. C'est-à-dire que il y a des choses que en tant qu'homme, c'est pas parce que tu as plus d'argent que moi. C'est vrai qu'elle a un peu plus d'argent que moi, il faut dire la vérité. Donc, c'est pas parce que tu as plus d'argent que moi. Bon, j'avais aussi un petit peu un orgueil mal placé, tu vois. Et avec un orgueil mal placé, alors que tu as perdu ton boulot. Ferme ta bouche, reste à ta place. Donc, bon, il y avait plein de situations qui ont fait en sorte que, bon, elles partent. Et je me retrouve sans rien. Ce jour-là, je me rappelle. Moi, tu n'as rien. Je n'ai rien. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de copine. Je suis au fond du trou. Énorme. Quand tu penses que tu es au fond, non, tu es encore bien au fond. Ah ouais. Je n'ai rien. Et ça, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entreprendre. Non, il y a une situation qui s'est passée. Oui. Quelques mois plus tard, parce que mon bailleur me donne un mois. Un mois après. Un mois de préavis. Oui. Et part en octobre, il me donne jusqu'en novembre. Alors ouais, te laisse dans la mouise, quoi, total, quoi. Bah, c'est normal, c'est pas ma femme, donc on n'est pas mariés. Donc, Et ça faisait combien de temps déjà? On a fait 2 ans dans le sang. 2 ans, ah ouais. Donc je me retrouve dans cette situation et après, il me donne, pendant ce temps, je réfléchis, je cogite, je me dis qu'est-ce que je fais. Du tout, c'est entreprendre ou rien. Avant même de penser à entreprendre ou rien, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. Ma maman chérie que j'aime beaucoup. Je lui dis, maman, je suis dans cette situation et tout, je vais rentrer à la maison. Elle me pose 2 questions. Elle me dit, c'est quoi ton nom de famille? Tamchoun, ça vient d'où? Bamleke Bayangam. Tu as ta réponse. Ah, chez toi, c'est à Bayangam. Non, c'est pour dire que chez nous, les Bamleke, chez nous, les Bayangam, quand un homme sort, il ne revient plus. Ah ouais, là, elle te met vraiment face à tes responsabilités, quoi. Tu ne reviens plus. En tant que Bamleke Bayangam d'une autre famille, tu le dis froidement comme ça. Non, c'est clair. Non, tu reviens pas, tu reviens faire quoi? Tes sœurs, ok, le mariage ne va pas y revenir parce que c'est normal. Mais toi, en tant qu'homme, en plus, je suis le premier garçon. Ah ouais. Donc, j'ai 3 grandes sœurs, je suis le premier garçon et j'ai un petit frère. Non, tu ne reviens plus. Je reviens plus. Elle te l'a dit comme ça au téléphone? Cache. Et après, elle a raccroché. Non, cache. Oui, bien sûr. Non, ma mère, un petit peu, elle a un petit froid. Ah ouais, là, c'est chaud. Mais c'était une leçon de vie. Mais oui, forcément. Parce que si elle m'avait fait revenir, tu te serais revenu dans ta zone de confort. Je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Je ne me serais pas bougé. Et quand elle me dit ça, je me dis, ok, je vais me battre. Ouais. Mais à ce moment-là encore, je ne souhaite pas entreprendre. Non, pas du tout. Je souhaite entreprendre quand je suis à 2 semaines de me faire virer de mon appart. Ouais. Attends, mais pendant les 2 semaines, des 4 premières, qu'est-ce que tu fais? Je trouve un petit boulot. Ok. Je trouve un petit boulot en tant que préparateur de commande. Ouais. Là, vraiment, tu sors du penthouse au truc vraiment. Préparateur de commande. Et je travaillais à l'époque à Bio, c'est bon. Ouais. Donc, qui a été racheté par Carrefour, je crois. Donc, je préparais les commandes et tout. Donc, très, très compliqué. 2 semaines avant, j'apprends. Mon ex, qui est aussi infirmière, me fait comprendre, avec aussi, on allait voir les médecins, que ma fille est née avec une maladie très rare. Une déformation de l'œil, c'est un peu compliqué. Du coup, elle voit plus de 75% de l'œil gauche, de l'œil droit, mais elle ne pourra quasiment pas voir de l'œil gauche. Ah ouais. Très, très compliqué. Ouais, là, c'est vraiment, il y a tout qui te tombe dessus, quoi. Ouais, très, très compliqué. J'entre quasiment en dépression. Je suis très, très mal. Très, 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 très mal. Pendant que au boulot, en préparant les commandes, je fonds en larmes. Je fonds en larmes, je suis en train de pleurer, je suis en sanglots. Tu vois les larmes avec les mauves. On t'a dit qu'on ne pleure pas, tu pleures. À l'époque, je connaissais pas mon modèle, donc je fonds en larmes, c'est compliqué. Et mon boss de bio, c'est bon, m'appelle.
Je discute avec lui. Je dis, les gars de ma promo touchent ceci. Ils sont ceux-là. Ils font ceci. Ouais. Et moi, je suis là. Je prépare tes C'est commandes. pas possible. Je gagne le SMIC. Quoi. Le SMIC. Et mes boss, dans ce truc-là, n'ont pas mon niveau scolaire. C'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me demande même à Dieu. En plus, j'ai fait l'internat. Donc, et j'ai failli devenir prêtre. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est autre chose. Et je me dis, c'est la punition là de mon... je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je suis redevenu croyant. Hein. Et après, les choses ont commencé à bien se passer. On a admis ma petite fille à l'hôpital Rothschild, spécialisé dans les yeux. Donc, ils ont commencé un petit peu à traiter avec elle. Et une semaine, quelques jours même, avant que mon bailleur, je me retrouve à la rue, j'ai un appel de RATP Habitat, aussi de la mairie d'Orly, qui me trouve un très très bel appart. Très très bel appart, excellent, dans un quartier calme, très très beau, du privé. Mais comment tu fais pour payer ça? Justement, j'y arrive. Avec les 1600 euros que je gagnais, parce qu'il faudrait aussi noter que je bossais la nuit, c'est-à-dire en tant que préparateur de commande. Oui. Je bossais de 4 à midi. Ah ouais. Et je courais de midi à 13h, je reprenais ma voiture puisque je bossais de très très loin quand même. Oui. Je courais pour revenir bosser de 13h à 18h, 19h chez Tams Conseil. Pour moi. Ah ok. Mais ça veut dire qu'à ce moment, tu as lancé ta boîte? Oui, je lance. Non. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Oui. C'est vrai que en tant que préparateur de commande, ouais. En tant que préparateur de commande, je gagne 900 euros à peu près. Ah ouais, quand même. 900 euros, oui. Parce que je bossais quand même à mi-temps parce que je m'occupais un peu de ma fille. Oui. 900 euros. Après, avec les 900 euros, je payais quand même parce que mon loyer, c'était quand même à 800 et quelqu'un. J'allais manger chez la matin. La matin m'a dit, tu reviens pas, mais tu peux venir manger. Bon, on va pas quand même le laisser crever de faim. D'accord. Tu peux venir manger à la maison et tout. Donc, j'avais quand même ma famille. Ouais. Oui, mes soeurs, mes et tout, j'avais quand même ma famille. Mais j'ai traversé une situation très, très compliquée. Du coup, en janvier, je décide, ok, j'entreprends. Mais dans quoi? Je réfléchissais, mais je dis, mais je suis un informaticien, je fais des sites, je fais des trucs, j'ai un background en tant qu'ingénieur d'affaires. Ok, je me lance dans ça. Je me lance dans ça tout de suite. Donc, en me lançant dans ça, je prépare les documents et tout. Officiellement, l'entreprise était enregistrée en mars, mais en février, je commençais déjà à prospecter, je commençais à faire des trucs. Voilà. Donc, en mars, je lance officiellement la boîte. Je suis dans mon nouvel appart. Je bosse, donc je bosse en tant que préparateur de commande la nuit pour le matin et après, l'après-midi, je bosse chez Tams. Donc, ça fait en sorte que je cumulais les 900 euros plus les 1600. Mais il faut savoir que 1600, ce n'était pas pour moi, c'était pour la société. Donc, après, il y a la TVA. Mais les 1600 venaient d'où? Des clients? Non, justement, quand je lance la boîte, je fais le deal. Oui. Et comment je fais? Je signe le contrat. Quand je lance la boîte, en mars, à la fin du mois de mars, comme ça, je réussis à signer un contrat. Ok. Comment je fais pour signer le contrat? C'était simple. En partant de mon ancien boulot à Londres, je parlais avec certains clients, mes anciens clients. Naturellement. Ok. Mes anciens clients. Donc, du coup, quand je lance ma boîte, Joël, on a bossé chez qu'on a fait ici. Est-ce que je me fais raccrochonner de malade? J'harcèle, je me fais raccrochonner. Ah ouais, donc tu passes les coups de fil un par un et on te chasse. C'est l'après-midi, bien sûr, c'est l'après-midi. Tu es trop jeune, oui, tu te lances en indépendant. C'est pas compliqué, c'est très très compliqué. Testez-moi. Je les ai clairement, testez-moi. C'est vrai que vous avez d'autres fournisseurs, c'est vrai que vous bossez avec tel, mais justement, je suis jeune, j'ai ce background, avec vous, j'ai pu, parce que j'appelais pas des nouveaux, j'appelais ceux avec qui j'avais bossé. Oui. Donc, j'avais déjà un lien. Avec vous, j'ai placé tel, je faisais le suivi, donc vous me connaissez en tant que personne, en tant qu'individu. Et dans notre business, on ne bosse pas avec l'entreprise. Hein. Ça veut dire que les gens, mes commerciaux ne bossent pas avec Tams Conseil, non. Mes commerciaux sont chez Tams Conseil, mais les clients ne bossent pas avec Tams Conseil. Les clients signent des contrats avec Tams Conseil, mais ils signent avec les commerciaux. Okay. C'est-à-dire que je dis toujours à mes commerciaux, c'est-à-dire que la relation client est très très importante. C'est clair. C'est-à-dire que le client bosse avec toi, il ne bosse avec Tams Conseil. Il s'en fout de savoir si Tams Conseil a 10 ans. Ouais, il s'en fout, c'est avec toi. C'est avec toi. Si le premier point de contact avec. C'est exactement. Si le feeling ne passe pas, c'est mort. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, je me fais raccrocher au nez parce que la boîte est petite, il faut se faire référencer. Dans les grosses boîtes, il faut se faire référencer. C'est compliqué. Il y a une personne qui m'a fait confiance. Et cette personne, c'est la personne avec qui j'ai fait le moins de deals. Ah ouais. Il m'a fait confiance. Et selon toi, pourquoi tu as fait confiance à cette personne? Je pense que c'est peut-être parce que j'ai un peu pleuré. Pas pleuré littéralement. Ouais. C'est peut-être parce que je lui ai fait... À un moment donné, mon discours commercial n'était plus... J'enjolivais plus. Non, c'était casse table.
je suis comme ça. Je lance ma boîte et j'ai besoin qu'une personne me fasse confiance. Ah ouais, donc vraiment tu allais sur la sincérité, cash. J'ai besoin qu'une personne me fasse confiance. Et je pense que c'est vous, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait ceci. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Envoyez-moi votre besoin le plus compliqué, ce que vous n'arrivez pas à staffer. Ouais. Moi, je vais le bosser. Clair. Et c'est ce que je disais. Envoyez-moi ce que vous n'arrivez pas. Donc, les besoins qui sont là depuis 2-3 semaines, un mois. Non. Donne-moi, c'est ça que je vais gérer. Je vais gérer. Même si ça m'étape, c'est pas grave. Au moins, en fait, le but, c'était pas... Je n'étais pas sûr à 100% que j'allais staffer, non. Mais je voulais quand même qu'il m'envoie un mail, qu'il m'envoie un besoin. Je voulais quand même qu'on ait ce lien-là. Ouais. C'est ça. Et dès que j'ai reçu le premier besoin, j'étais l'homme le plus heureux. Ah ouais. Et au bout de combien de temps à peu près? J'ai trouvé le consultant au bout de 3 jours. Et en plus, c'est quelqu'un que je connaissais. Donc, réseau LinkedIn, quelqu'un que je connaissais. Je connaissais, mais je n'avais pas bossé avec lui. Et ce gars, depuis 2 ans, il est toujours l'un de mes consultants. Et c'est mon premier consultant. Ah ouais. Oui, c'est grâce à lui que la boîte... C'est grâce à lui, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées jusqu'à maintenant. Donc, actuellement, 1 an de contrat. 1 an de contrat, 1600 euros par mois. Donc, on a fait à peu près un chiffre d'affaires cette année-là, un peu plus de 10 000 euros. Un peu plus de 10 000 euros parce que on avait quand même 10 mois de prestations. Et après, la deuxième année, c'est explosé. Du coup, la deuxième année, vous êtes passé de 10 000 euros à combien? La deuxième année, on est passé de... non. Moi, j'aime plus parler le mois. Oui. L'année, j'aime pas trop. Donc, je gagne 1000... j'ai commencé à gagner 1500... Bon, au début, 1500, 1600 euros par mois. Je suis arrivé à 10 000 euros par mois. D'une année à l'autre? Ouais. En janvier, boum, on a explosé. 10 000? Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait 1000 euros par mois, 1600 euros par mois. En janvier 2022... Ouais, en janvier 2022, on a atteint 10 000. Ouais. Et 2023, du coup? 2023, en janvier 2023, on a atteint les 20 000. Énorme. Par mois. Énorme. Et le truc, c'est que ça a eu un décalage. Parce qu'il y a eu une bonne rencontre dans ma vie. Donc, il y a eu ce truc-là. Et ça, en fait, la réussite aussi d'un homme, c'est la succession des rencontres. Ok, tu as dit la réussite d'un homme, c'est quoi une succession de rencontres? C'est la succession de bonnes rencontres. Ouais, est-ce que tu peux aller plus loin? Ouais, bon, la première année quand je lance la boîte, compliqué. Donc, déjà, je suis quelqu'un de très, très casanier. Je sors quasiment pas. J'avais quasiment horreur de la foule. Ok. Je fais mon truc dans mon coin. Ouais. Non. Je communique pas, je reste dans mon coin. Ok. Deuxième année, j'apprends qu'il faut que je commence à sortir. Je fais un petit peu des meet-ups dans Paris, je fais un petit peu des trucs, des confs, et c'est là que je me concentre un petit peu à ce que la communauté afro fait. C'est-à-dire que c'est là même que je rencontre toi, Agent Livre. Ah ouais, ok. Un petit peu ce que la startup fait, Claudel. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises que bon, maintenant il faut que je m'intéresse un peu à ce qui se passe à l'extérieur? Parce qu'à la base, tu expliques que toi, tout ce qui se passait dans la communauté afro, toi, ça ne te concernait pas. Ouais. Et justement, c'est quoi le truc qui te dit, bon, peut-être qu'il faut que je renoue un peu avec la communauté? C'est quand je commence un petit peu à sortir en France. C'est-à-dire que je commence à... Et avant que je connaisse techniquement la communauté afro d'Afrique, c'est-à-dire que ceux qui font du bruit en Afrique, je m'intéressais un petit peu à la communauté afro de la diaspora. D'accord. C'est-à-dire Tanguy de Bangui, par exemple. C'est là que je suis allé à des conférences qu'il a fait, j'ai assisté à des trucs. Je me suis dit, en fait, nous les Noirs, on n'est pas cons. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des vraies choses qui se passent. Et je me dis dans ma tête que, ok, c'est vrai que je me suis fait fermer beaucoup de portes parce que, je suis un petit groupe, Tams Conseil, c'est un petit truc, mais il y a des gars de la communauté qui ont des bons postes, des DSI qui sont des ingénieurs, parce que la majorité des afros de la diaspora sont des ingénieurs. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont des très très bons postes et c'est un peu me coopter, c'est un peu faire des trucs. Bien sûr. En fait, je peux faire du business avec un noir, je peux faire du business avec ma communauté et faire du bon business. Ah ouais. Donc, je commence un petit peu à penser comme ça. Je commence à quitter de bounty, entre guillemets, noir, mais blanc à l'intérieur. Mais je change un petit peu de paradigme. Donc, je commence un peu à comprendre. Donc, je m'intéresse. Tu as dit un truc, bounty. Ouais. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes comme ça? C'est beaucoup de préjugés. Ah, vas-y. Préjugés africains. Les Africains sont comme ça. Les Africains sont sales. Ah ouais. Sont pas très intelligents. Ah ouais, tu pensais vraiment ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à une telle réflexion quand même? Parce que tu es né en Afrique. Ouais. Tu as grandi en Afrique. Ouais. Et bon, tu es arrivé ici, tu avais quel âge? 12 ans? Non, 16 ans. 16 ans? Ah ouais. C'est 17. Ouais, un truc comme ça. Mais comment est-ce que tu en arrives là quand même? Ouais, mais le truc c'est que quand j'arrive, c'est vrai que depuis le pays,
toute ma famille était en Occident, c'est-à-dire que je suis quasiment le seul qui arrive en dernier. Ah, ok. Parce que j'étais délinquant aussi. Ah, ok. J'étais un délinquant, Ouais. et mes parents disaient que non, si tu arrives là-bas, Non, ça va être le bordel. Non, tu vas faire n'importe ton quoi. bac. Ouais, reste Ah ici. bon, voilà. Je préfère que tu sois délinquant Ouais, avec le bac. ok. Et voilà. Donc, j'avais déjà un pied en Occident. Pour moi, là, non, je suis en bain, quoi. Non, je suis ailleurs. Ouais. Et pour moi, les Africains ne peuvent pas se développer. Il n'y a rien, même les écoles, il n'y a rien. On nous apprend à être des salariés. En plus, c'est sur un paradigme occidental, c'est pas bon. Non, pour moi, j'étais déjà là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai aussi eu un confort, parce que je viens quand même d'une famille quand même un petit peu aisée. Oui, ok. Donc j'ai eu un certain confort. C'est vrai qu'après, quand ma mère a vu ça, elle m'a mis devant mes responsabilités. Donc j'ai un peu galéré quand même un peu. Voilà. Et après, voilà, l'Occident c'est beau, c'est ceci, c'est celui. J'ai fait des bonnes écoles quand même, des écoles privées assez chères. Et après, boum, je n'ai pas galéré. Je suis arrivé à Londres, j'ai eu un bon poste, boum, boum. Du jour au lendemain, je touche 4 000 €. Et tout ce temps, tu étais entouré de blancs. Voilà. Mais pour toi, ça n'a fait que consolider pour toi l'idée selon laquelle les pour blancs. réussir, exactement, il faut être entouré de ça. Et il faut dire que dans mes écoles de commerce, j'étais membre du bureau des élèves, j'étais trésorier. Donc j'avais des postes de responsabilité autour des blancs. Et parce que aussi j'étais très bon, moi. Voilà, donc il y a tout ce paradigme-là qui me dit que non, en fait, pour réussir en tant que noir, il faudrait être ici. Il faudrait faire les choses ici. Parce que même si tu es bon ici et que tu rentres au pays, l'écosystème du pays, la politique va faire en sorte que, gars, tu ne peux même pas exploser ton potentiel. C'est compliqué. Donc, bêta, tu restes ici. Bêta, tu restes ici. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont changé. Quand j'ai compris qu'il n'y a pas que les politiques qui doivent faire les choses. C'est à nous déjà de faire les choses. N'attends pas aux autres de faire quelque chose que toi-même tu peux y faire à ta petite échelle. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est en suivant les Tanguy, c'est en suivant les Claudet, toi, Valère, Philippe Simo, Stéphanie, plein de personnes qui ont quand même un background occidental. Parce que même si Claudel au pays, il a un background occidental. Ses frères sont. Voilà. Oui. Donc, il y a plein de choses. Il y a cette petite tâche-là qui Voilà, fait en sorte donc, il y a plein qu'il de sort un peu de l'environnement. Il y a plein de choses qui se disent que, mais en fait, pourquoi ceux-là qui ont eu un background occidental rentrent? En fait, ils vont faire quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Ouais, Je vais participer. Ouais, je vais participer. Il y a quelque chose là-bas, je vais participer. Et pourquoi aussi? En fait, je commence aussi. Il faudrait aussi dire que bien avant, parce que j'étais vraiment très très blanc. Parce que bien avant de rencontrer mon ex qui était la mère de ma fille, j'étais blanche. Ok. Ah, tu fais bien d'aborder le sujet. Voilà. Pourquoi tu étais d'abord avec une blanche? Est-ce que c'est parce que tu avais des préjugés vis-à-vis des femmes noires? Ou alors c'est parce que, bon, c'était cette fille en particulier. Préjugés, bon, j'espère que je n'ai pas choqué les internautes. Non, il y avait des préjugés, mais je me suis aussi dit, avec mon background, mon pourri background africain, que je n'ai pas traversé 6 pour venir encore te mettre avec une noire. Non, c'est pas possible. Ah ouais. Non. Je m'assimile, comme les blancs disent, il faut s'assimiler. Je m'assimile. Tu t'assimilais vraiment, quoi. Oui. Et donc, tu te mets avec une blanche, avec qui tu fais 4 ans, je pense. Ouais. 4 ans. Et 3 ans. 3 ans avec la blanche. Et pourquoi vous vous séparez, du coup? Honnêtement, c'est moi qui la quitte. Pourquoi? Parce que je deviens panafricaniste. Ah ouais? Ouais, de ouf. Honnêtement, je suis pas raciste, mais les noirs d'abord. Mais est-ce que tu ne t'es pas dit que, bon, cette blanche-là, elle pourrait réussir à épouser ta culture, ta vision et tout? Non, pas qu'elle pourrait. Elle l'épousait, elle faisait le nolet. C'est une blague. Mais pourquoi tu la quittes alors? Parce que je me suis dit ceci. Je me suis dit que je dois rentrer au pays. Mais je dois rentrer au pays, je dois communiquer, je dois être panafricaniste. Et je ne veux pas dire, en fait, nationalisons ceci, faisons ceci, mettons dans tous nos deals, mettons les blancs à peu près à 30% ou prenons plus de 50%, faisons ceci. Et après, entre mes mains, comme ça, quand je suis en gala, c'est une peau blanche. Non, jamais. Bah attends, regarde, par exemple, je vais prendre le président ivoirien, sa femme, elle est. Oui, on sait que le président ivoirien, c'est un préfet de la France, on le sait tous. Bon, oui. Non, c'est pour te dire que. Non. En fait, je me suis dit, à l'époque, que je n'ai pas de légitimité de parler à les Africains, parce que je ne m'arrête pas juste en entrepreneuriat, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Parler aux Africains, être vraiment un fervent défenseur de la nationalisation de l'Afrique aux Africains, alors que je dors chaque soir avec, entre guillemets, quelqu'un avec qui je veux prendre plus. En fait, pour moi, c'était contradictoire. C'était contradictoire. Si, pour moi, l'Européen, on doit être partenaire. Business. Pas business. Point final, business. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Les femmes blanches, il y en a des canons, des avions de chasse. Bien sûr, c'est vrai. Très, très belle. Très, très belle. Mais, ok, ça ne se limitera pas
à fonder une famille. Ça ne se limitera pas à ça. Non, je ne veux pas aller à cet extrême-là. Parce que cet extrême-là, je la réserve à ma communauté. C'est comme ça que j'ai pensé. Et là, tout de suite, quand tu switches devant une scène, J'ai switché radicalement. du coup, quand tu fais quoi? Comment tu la quittes en fait? Comment ça se passe? Je la quitte violemment. C'est-à-dire que je le dis, je joue la nouvelle, non. En plus, avant même de la quitter, pendant que dans ma tête, ça commence à mûrir, je rencontre mon ex. Noir. Ouais. Et tout de suite, c'était déjà le coup de foudre, ouais. l'évidence. Je lui ai dit, ok, j'ai rencontré une personne honnête. Mais je regrette beaucoup parce que j'étais très froid avec elle. J'aurais dû prendre un Ouais. Non, j'étais très très froid. On arrête, je ne veux pas. Mais je ne lui ai pas quand même donné l'argument que, ok, c'est Non, parce tu que fais pas ça, tu fais ça. Ouais. Donc j'ai dit que non, c'est non, méchant, ça. oui, je veux pas. Je veux plus. Honnêtement, je me sens plus, je ne veux plus. Je veux rentrer chez nous, chez moi. D'accord, sauf que bon, tu t'es mis avec la sœur qui, au final. Ouais, c'est bien passé. On est d'accord, mais ça n'a pas enlevé mon fait de rentrer chez moi, de me sentir chez moi, de pouvoir avoir les débats panafricains. En fait, je me suis dit que, gars, je serais bien avec quelqu'un de chez moi. Clairement, je me suis dit ça. Même le mindset, même la façon de penser, même rentrer au pays, si je me dis que, ok, je rentre en Afrique, quoi. Ok, elle, oui, elle peut me suivre. Ses parents ont fait comment, sa famille, son écosystème, ok. Non. Donc tout de suite, ta manière de voir la femme noire a changé. Tout de suite. J'ai regretté tout de suite. Au point où limite, je te dis clairement, moi, quand je voyais mes sœurs sont africaines, vraiment noires partout, tête aux pieds, même elles s'habillent en noir, quoi, carrément. Donc quand je voyais ça, je disais que mes frère, arrêtez vos trucs du village, là. Ah ouais? Ouais, à l'époque, arrêtez vos trucs du village, là. Mais après, ça a changé. Je suis quitté je suis passé d'un autre écosystème. Ça a changé. J'ai commencé à être vraiment afro. Je partais dans les trucs afro. Je faisais des restaurants afro. Et en plus, le truc, c'est que j'avais ce déclic avant de rencontrer mon ex. Et elle est nappy afro 100%, mix 10%. Elle, c'est wax partout, bague. Non, elle est vraiment noire. Wax, c'est pas si on peut être fier. On est d'accord que c'est. Voilà. Oui. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est identité africaine. D'abord. Donc voilà, c'était. Et je me sentais bien. Même si on s'est séparés, je ne regrette pas d'être avec elle, je ne regrette pas d'avoir eu ma fille. Je me sentais bien. Très bien. Je me sentais chez moi. D'accord. Ok, c'était une petite parenthèse. Donc, tu rejoins la communauté afro, je te rends compte que tu peux faire du business avec les afros. C'est quoi la suite? Du coup, faudrait savoir que quand j'arrive avant d'arriver à 20 000, à 15 000, non, à 10 000 par mois, la deuxième année, 10 000 par mois, j'entre en dépression. J'entre en grosse dépression. Et quand je dis 10 000 par mois en 2022, ce n'est pas en janvier 2022. C'est au cours de l'année. Oui, au cours de l'année. Oui, après, tu lisses. Voilà, j'entre en dépression très grave. Et mon père me demande de rentrer au Cameroun. Mais pourquoi la dépression, du coup, à ce moment? Alors que tu gagnes déjà de l'argent? Non, quand je dis avant 10 000, non. Ah, ok. 10 000. C'est quand j'ai commencé à gagner 10 000, quand j'ai eu la succession des bonnes rencontres. Oui. Ok. Voilà. Donc, quand la première rencontre virtuelle que je rencontre, c'est Tanguy. Ok. Qui a un peu changé mon mindset avec les discours qu'il faisait. On ne s'est pas rencontrés physiquement. Ouais, c'est comment tu scrollais, tu es tombé sur ces vidéos et là, ça t'a parlé. Exactement. Il y a aussi Claudel. Bon, il y a tous les cégares. Oui. Voilà. Je commence un petit peu à comprendre et tout. Et après, j'entre en dépression parce que je n'ai plus d'argent. J'avais tout ça. Je rentre au Cameroun. Oui. Je reste sans bosser peut-être pendant 3 mois. Tu restes où? Sans bosser. Ah ouais. Pendant 3 mois. Et je rentre à Baïna. Ah, donc tu rentres au village avec les moustiques, le champ, direct. Ah ouais, quand même, ça c'est. Direct. J'étais en dépression. Donc je réfléchissais si je continue l'entrepreneuriat. Ouais. Ou je fais comme tout le monde, je prends un travail tranquille, je fais ma gueule. Voilà, je disais ça. Et après, dépression vraiment très... Je pense à rien. Je ne pense à rien. Et mon père me laisse en paix. Il ne me dit pas qu'est-ce qu'il y a. Il ne me dit rien. Silencieux. C'était même encore une torture. Parce que j'avais besoin qu'on me parle. Ah ouais. Mais mon père pensait que je n'étais pas encore prêt. Donc en fait, ce n'est pas lui de venir me dire que... Raconte. Il attendait que je vienne dire papa, c'est toi, j'ai envie de te parler. Donc tranquille. Le matin, tranquille. Mon père, il me fait le petit déjeuner, tranquille. Après le son va au champ, tranquille. Et après, 2 mois après, il dit, papa, gars, je suis dans un ndem. Je suis dans un ndem. Voici ça. Il me conseille. Et il me conseille pas pour me dire quoi faire.
Ouais. Il me raconte, mon père adore raconter des histoires. Il me raconte une histoire. Il me raconte des trucs. C'est quoi l'histoire la plus marquante que ton père t'a racontée pendant cette période? Il m'a raconté une histoire qui l'a touché. Et c'est aussi l'une des choses pour lesquelles j'ai continué. Bon, il y a 3 choses pour lesquelles j'ai continué. Ma fille. Parce que quand on me dit que ma fille a un gros problème et qu'on ne peut pas soigner, je me dis il faudrait que je gagne le maximum d'argent pour que quand on me dit aux États-Unis qu'il y a un truc expérimental, direct, tu l'envoies. Tout de suite. Ouais. Et je ne vais pas me dire qu'il faudrait que je passe avant. Non, 1 million d'euros. Je sors les 1 million d'euros, je paye. Parce que j'en ai. Tout de suite. J'ai d'abord pensé à ma fille de 1. De 2, c'est que je suis quelqu'un de très colérique et je n'oublie jamais rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait quelque chose, tu notes. Je le note. Et en fait, la majorité des choses, c'est vrai que je ne veux pas être violent, mais c'est un vrai carburant pour moi. C'est quelque chose, ok, je ne suis pas capable, ok. Je vais te montrer. Je vais te démontrer que je suis capable. Ok, d'accord. Donne-moi 2 semaines, je ne veux pas plus, 2, je vais te montrer. C'est un gros carburant. Et c'est vrai que c'est un peu nocif, parce que si tu attends d'être en guerre pour faire les choses, c'est compliqué. Les séquelles peuvent être lourdes. C'est compliqué. Mais bon, c'est aussi mon côté un peu internat, tout ça, j'ai toujours aimé la confrontation et tout, et ça m'a fait mon carburant. Donc, il y a eu ma fille, il y a eu les choses que les gens me disaient que je n'étais pas capable. Non, tu ne peux pas capable, arrête de te vanter, jouer le tam tchoun tam, laisse cette bêtise-là, tu peux rien. Ok, je vais te montrer, je vais te prouver. Et aussi, l'histoire que mon père m'a racontée, c'est 3 choses. Mon père me dit, parce que mon père était cadre supérieur à la Sonel, l'ex-Sonel qui est devenu Néo. Il me dit, son père aussi a tout fait pour lui, et meilleures études et tout. Quand il entre à la Sonel, très bon poste cadre et tout, il achète sa voiture. Il achète sa voiture en Allemagne. Et quand il achète sa voiture en Allemagne, sa voiture arrive au port. Il pas dédouané. Et il achète sa voiture pas forcément pour lui, pour une récompense à son père. Parce qu'il voulait que son père s'asseye dans sa voiture. Il dit qu'est-ce que c'est mon fils, ce pavane, parade, que gars, mon fils. Mon fils a percé. Voilà. Il achète sa voiture, quand il dédouane, dès qu'on lui donne les papiers de dédouanement, on appelle au téléphone. On dit que ton père est décédé. Merde. Son père est décédé. Mon père fond en larmes. Il me dit, tu sais, ma plus grande tristesse aujourd'hui, c'est qu'avec tout l'argent que j'ai gagné, mon père n'est pas rentré dans ma voiture. Profiter, ouais. Quand il disait qu'il caricaturait la voiture, mais pour dire qu'il n'a pas profité. Ben oui, bien sûr. Tragique. Tragique total. Ça m'a fait très très mal d'entendre ça. Et je me suis dit que je dois faire profiter ma famille. Je dois faire profiter ma fille. Je dois faire profiter mon père. Je dois faire profiter. Et je me suis donné comme règle d'or, je m'achèterai rien de neuf si je n'ai pas acheté à mes parents. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que tu me vois Roland et Harris là. Parce que tant que je n'achète pas une voiture neuve à mon père, non, jamais. Je veux continuer, même si je veux aller recommander, c'est clair. Non, je ne vais pas. Non. Parce que je ne veux pas que le jour où je pense d'abord à moi, parce que c'est vrai que j'ai 27 ans, donc j'ai encore le temps. Demain, mon père est assez âgé. Et demain, on me dit, en fait, viens enterrer ton père. Et l'argent que je dépense pour enterrer mon père, il n'a pas de job. Voilà. Donc, c'est pour ça que le maximum d'argent que j'ai, j'investis sur mon père. J'investis sur ma famille. C'est très, très important. Je suis très, très orienté famille. Et c'est ça qui me donne aussi mon essence, mon carburant. Je veux que quand ma soeur me dit que j'ai un problème là, je sois content de régler ça. Moi, ça me plaît, ça m'excite de faire ça. Je suis très content. Okay. C'est pour ça que j'entreprends. Donc, pour ma fille, pour ma famille, et aussi pour montrer aux autres que je suis mieux qu'eux. Yes, sir! Ok, très intéressant, très, très intéressant. Ok, tu es au village. Comment ça se passe? Ton père, il te raconte cette histoire et après? Quand mon père me raconte cette histoire, en même temps, je suis en train de tourner autour d'une fille. Ok, donc pendant ta dépression, tu es en train de marmailler. Voilà, donc, en fait, c'est une suite de rencontres. Donc, il y a des rencontres digitales, vous tous, sur le web, qui me donnaient un déclic. Il y a mon père qui me parle. Et après, il y a cette personne que je rencontre, qui est aujourd'hui ma partenaire dans tous les thèmes, que ce soit en business et surtout plus en business. Mais tu la rencontres comment? Mise en relation. Au village, mise en relation. Avant que je n'arrive au village même, j'étais en France, à Paris, mise en relation. Donc, on discute vite fait, après, je m'en fous un peu. Donc, quand je rentre, quand je commence à un peu aller mieux, voilà, il faudrait que je retourne sur le marché, quoi. C'est bon. C'est toi qui la relance? Ouais, justement. Et après, on commence à discuter et tout. J'entre aussi, je me dévoile, quoi. J'entre aussi,
Et cette personne a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait pour moi. C'est-à-dire que c'est vrai que ma famille peut me faire, parce que c'est ma famille, c'est mon sang, mes frères et sœurs. Mais que quelqu'un, même mes potes proches, les gars avec qui j'ai fait des l'internat, les gars que je n'appelle même pas mes potes, mes frères, il y a des choses qu'ils n'ont jamais fait pour moi. Mais cette fille qui ne me connaissait pas, qu'on a vraiment appris à se connaître en 2 semaines, non, en 2 mois max, qui m'a dit, en fait, ton boulot là, tu dis que ça se passe comment? Je l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans ce conseil? On fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Ok, tes clients, c'est qui? Ok, voici la liste. Voici le profil de mes clients, le personnel de mes clients. Tes consultants, c'est qui? Ok, voici le profil de mes consultants. Ok, tu dis qu'on les met en relation, c'est tout, non? Ok, bon, c'est un site de rencontre. D'accord, ok. Techniquement, avec caricature. Ok. Bah, moi, je suis dans un call center. Voici ce qu'on fait, on fait. Je pense que ta partie recrutement là, c'est un peu comme un call center. Donc, comme tu galères avec l'agent ici, voici comment, je pense qu'en délocalisant ça au Cameroun, en prenant les gens des call centers qui ont déjà un francisé, c'est-à-dire qui parlent bien, en plus ils travaillent avec des groupes, on les forme juste ces métiers l'IT, tu es un développeur, tu maîtrises l'IT, on les forme ces métiers l'IT, on les donne les outils, boum, tu réduis tes charges là, tu réduis tes charges salariales, tes charges tout, et tu as plusieurs personnes ici, donc avec un salaire ici, tu embauches plusieurs personnes là, à te faire en sorte que on se concentre sur le commercial et on fait plus de business. Je suis resté comme ça. je suis resté comme ça. Je me suis dit, putain, j'ai une licence, j'ai un master et j'ai pas pensé à ça. Mais c'est normal, c'est dans le spectre européen. J'ai pas pensé à ça. Et ouais. C'est impressionnant. Et, excuse-moi, quand je l'ai connue, elle avait juste un BTS, comptabilité et gestion. Rien à voir le business, rien à voir. Mince. Waouh! Là, je te sens con, hein? Waouh! Je me sentais très très con. Et je suis le genre de personne que quand je suis con, je dis que je suis con. Ça, je suis très très con. Donc, je ne veux pas me cacher, non, même devant mes collaborateurs. Je suis très très con, hein? Mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Donc, je suis très très con. Ok. Et moi, je suis quelqu'un dans l'entrepreneuriat, je fonce. Même si j'échoue, j'apprends. Je fonce, je ne réfléchis pas à business plan, il faut mettre. Je fonce tout de suite. Et je réfléchis, tac, tac, je me dis, mais. Comment, en fait, ça fait 10 ans que je ne suis pas entre pays. Je rentre dans une dépression, pas pour chercher le business. Comment je fais? Je réfléchis comme un malade. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je me dis, en fait, il y a un gars qui parle trop sur les réseaux sociaux là. Mais il s'appelle encore comment? Claudel. Mais il y a la Startup Academy. Tout de suite, j'appelle la Startup. Tac, 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 tac. Ok, je veux un bureau. J'arrive à la Startup. Je loue un bureau. Parce que je me dis, si je dois échouer, mieux échouer avec les entrepreneurs. Si je dois entreprendre un écosystème que je ne connais pas comment ça fonctionne, que ça fait 10 ans que je ne suis pas rentré, regarde, je suis qui? Ton passeport Bordeaux va venir dire aux gens comment ça fonctionne ici. Tu vas faire comment? Va dans un écosystème d'entrepreneurs qui connaissent comment ça fonctionne chaque jour. Du coup, tout de suite. C'est vrai que je ne suis pas entré directement en relation avec Claudel, mais bon, puisqu'à l'époque, quand même, j'étais quand même personne, donc je ne pouvais pas entrer en relation avec lui. Donc, j'arrive à la Startup Academy, je retrouve justement Cyrielle. Cyrielle et Gina. Voilà, justement, on discute pour mon bon. Tout de suite, elle me montre un bureau. Bon, elle me montre un petit qui était trop. Bon, j'aime quand même les belles choses, les grandes choses. Elle me montre un petit qui ne vous ressemblait pas. C'est là que je veux. On signe tout de suite. Tout de suite, je n'ai pas réfléchi. On signe tout de suite. On a commencé à s'installer. On était 2. Ma partenaire et moi, dans le bureau. On a commencé à faire les choses ensemble. 2 semaines plus tard, on a, grâce aussi à la start-up, on m'a mis en relation avec Pauliane, qui m'a trouvé des gars du call center. Oui, bien sûr, ils forment beaucoup de gens dans ce truc. Tout de suite, en 1 mois, la machine était lancée. Alors qu'il y a 1 mois, je n'avais même pas pensé, j'étais en dépression. En 1 mois, la machine. La force d'un bon contact. Tout de suite, la force d'un bon contact. Parce que j'ai rencontré cette personne qui est devenue mon associé. Et le contact de la Startup Academy aussi, qui ont des contacts en interne. Bien sûr. Tout de suite, ça s'est débloqué. Et quel est le rôle que cette fille qui est aujourd'hui ta fiancée ou ton épouse? Ta fiancée. Quel est le rôle qu'elle a joué dans ta sortie de la dépression? J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. J'avais besoin de quelqu'un qui m'encourage à entreprendre. Parce que ta famille, oui, mais le soir, tu ne dors pas avec ta mère sur le même lit. Tu dors pas avec ta soeur. Voilà. J'avais besoin de quelqu'un qui, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai qu'un bon moment, d'abord, elle a pensé à moi avant de penser à elle. Parce que quand elle me donne cette idée, il faudrait remarquer qu'elle démissionne. Oui. Elle me donne cette idée, elle me dit que, ok, c'est toi et moi jusqu'à la gare. Si. Alors qu'on se connaissait même pas 2 mois. 2 mois. Et elle épousait mon mindset, comment je pensais, comment je voyais, mon ambition. Ok, on avance.
tout de suite on avance. C'est-à-dire qu'elle a démissionné, elle est venue se mettre avec moi. Et c'est une fille au pays, elle touchait 253 000. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Elle laisse tout et je ne le payais pas. C'est-à-dire que j'assurais les charges. Bien sûr, je vois le truc. Mais elle n'avait pas de. Elle ne pouvait pas se dire, ok, demain je m'achète un sac à main. Mais le mois prochain. et aujourd'hui, quand tu en parles avec elle, elle te dit pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'elle a vu la vision. Elle a vu sans moi. Elle a vu que je pourrais être quelqu'un qui la sorte aussi de la galère. Bon, 250 000, c'est pas la. Non, non, Au pays, oui, c'est en pas fait, tant la galère oui, que ça. mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que dans les call centers, il faudrait dire aussi ce qui est vrai, dans les call centers au pays, il y a beaucoup de turnover. Oui, ça c'est sûr. Beaucoup de turnover. C'est-à-dire que si tu gagnes bien, bon, il n'y a pas la sécurité de l'emploi comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. Tu gagnes bien et qu'un bon matin. Du jour au lendemain, voilà. C'est compliqué de retrouver. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi ça, mais je pense plus que c'est plus ma vision de voir les choses et que je m'engage vraiment. C'est-à-dire que je lui ai on a discuté ensemble, je donne la vision, elle a épousé ma vision et je lui ai dit ok, bon, c'est quand même vrai que ça allait rapidement. Un mois, on arrive à la start-up, on lance la boîte, Tams Conseil Cameroun en 2 mois. 4 mois plus tard, je la demande la fiançailles. 6 mois plus tard, je vais toquer la porte. Attends, tu es un fond. Non, non. Une fille qui quitte tout ça pour toi. Non, tu la laisses pas au quartier. Non, tu la laisses pas au quartier. Et 9 mois plus tard, je la fais venir en France. Non. Ah, ça allait vite, hein. Bah oui, non, je perds pas le temps. Et mes revenus sont allés vite. 1600, 10 000, 15 000, 20 000. Toi, Pas tu bon. rencontres la bonne personne. C'est clair. C'est clair. Bonne personne et aussi au bon endroit. Quand tu as la bonne personne, que tu entres dans un bon écosystème, c'est parfait. C'est bien. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que bon, dans la croissance, il y a eu des chutes. Parce Oui, qu'après, forcément. j'ai perdu quand même la moitié de mes consultants que j'ai placés. Il y a eu beaucoup Comment, de qu'est-ce qui s'est passé pour que tu les Il y a des consultants qui n'étaient pas très très bons. Bon, Ah. quand la boîte grandit, en recrutant des salariés, il y a aussi des salariés qui ne sont pas... Forcément, Voilà, forcément. donc, Ça, c'est clair. il y a aussi, c'est les ressources humaines. Donc, quand tu places un consultant, ok, les entretiens se passent bien, au bout d'1 mois, le client t'appelle pour dire qu'en fait, le gars là, soit il a mytho sur son CV, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les revenus un peu font comme ça. Oui, Donc, bien c'est un peu sûr. ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et aujourd'hui, après tout ce parcours-là, Tams Consulting, Conseil. Quand Tams Conseil, vous êtes à quel niveau aujourd'hui? C'est quoi vos résultats? Aujourd'hui, on a 2 bureaux. Le bureau commercial est à Cachan, en région parisienne, pas à Paris même, en Cachan, à peu près 30 minutes de Paris. C'est le bureau commercial où il y a les commerciaux. Dans le bureau, on est 4. Moi, ma partenaire, plus 2 autres commerciaux. On est en train de recruter aussi en octobre là, ou en janvier, on va prendre d'autres personnes. Et le bureau du Cameroun, c'est le bureau orienté plus ressources humaines. Et aussi pôle de communication, parce qu'on est en train d'ouvrir le pôle de communication, parce que c'est vrai que les 2 premières années, c'était beaucoup trop argent. Ouais. Maintenant, on voudrait repartir quand même dans la communication, se faire connaître, faire des événements, organiser des événements, bref, vraiment se faire connaître, quoi. Donc, c'est à peu près ça. À niveau chiffre, 4 ici à Paris, on est à peu près on est en plein recrutement, donc on sera d'ici la fin de ce mois, on sera à peu près une dizaine au Cameroun. Une dizaine au Cameroun. Voilà, donc une équipe d'une 15aine de personnes. D'accord, et vous recrutez quoi comme profil dans votre boîte? Qui peut postuler chez Tams? Au Cameroun, Tams, c'est des gens qui ont quand même un bon background en call center. Parce que il faut quand même avoir une base. Je ne peux pas former sur tout. Donc voilà, il faut quand même une base call center, ça veut dire bien parler, bien rédiger, parce qu'on rédige des mails office, voilà. Des mails, comment dire, professionnels, carrés et tout. Voilà, donc background un petit peu call center, quelqu'un qui a un petit peu fibre informatique, c'est quand même pas mal, ou fibre digitale, ou quelqu'un même qui n'a pas fait le call center, mais qui a un petit peu fait du community management, du copywriting, c'est pas mal. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler au téléphone, parce qu'on parle quasiment tout le temps au téléphone. Voilà, et quelqu'un qui veut, surtout le plus important, quelqu'un qui veut être dans une boîte dans un très très long terme. Parce que le but justement, c'est moi quand je prends quelqu'un au Cameroun,
je lui pose la première question, en fait, qu'est-ce que tu souhaites faire? Si la personne a des projets entrepreneuriaux, pas de souci. Je fais en sorte que ces projets entrepreneuriaux riment avec ce qu'il fera dans la parce boîte. qu'il y a l'entrepreneuriat, il y a l'intrapreneuriat. Tout à fait. Très tout à important. fait, tout à fait. Moi, je suis prêt à financer le projet de quelqu'un dans la boîte. Hein. Oui, s'il est très, très bon. C'est bien le deal et puis voilà. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et aussi, quand quelqu'un vient et dit, OK, c'est quoi ta situation? Mari, enfant, OK, vous êtes locataire ou quoi? OK, voici, parce que moi, tout de suite, dis, voici comment vous gagnez. Plus tu signes, plus tu aides la boîte à signer des contrats, plus tu gagnes l'argent. Donc ça veut dire que c'est un peu le mindset occidental hein, et londonien où je viens. C'est-à-dire que mon salaire qui était de 4 000, parce que je n'ai pas commencé à 4 000 à Londres, j'ai commencé à 2 000. Hein. Ah oui. Ah non, mais j'ai commencé à 2 000. Mais j'étais commercial, plus j'ai signé, plus j'ai gagné. Ah oui, voilà, c'est normal ça. Voilà, d'accord. Donc le truc c'est aussi, ça fait en sorte que je le dis à mes collaborateurs, c'est plus vous aidez la boîte à signer, plus vous gagnez. C'est-à-dire que tu entres avec un salaire et quand tu sors, tu peux être à 1 million le mois. Exactement. Et le but, c'est que je veux que toi qui es locataire, demain tu t'achètes ton terrain. Moi, ça me plaît. Ça me plaît que tu me dis que, gars, grâce à Tam, je me suis acheté un terrain, je me suis marié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Très important. Et moi, c'est très important pour moi. Et mon objectif en Afrique, c'est pour ça que je suis rentré, c'est d'employer le maximum de jeunes. J'ai envie de participer à ça. Employer le maximum de jeunes. Et je n'emploie pas tous les employés de Tams Conseil Cameroun sont affiliés à la CNPS. Oh. Très important. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses à la moitié. Tu fiches de paie, CNPS, voilà. Et on peut même aller loin. Je suis en train de réfléchir. J'ai vraiment envie de faire un truc vraiment avec assurance maladie, des trucs vraiment poussés, quoi. Parce qu'on gagne de l'argent. Il faut quand même redistribuer. Et c'est sûr que la première ressource d'une boîte, c'est son personnel.